Sur la RTD, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres à la une de l'actualité. Désengorger les hôpitaux et les maternités de 3 niveaux qui connaissent un afflux massif de patients, c'est l'objectif du ministre de la Santé qui a réuni ce matin l'ensemble des médecins-chefs afin de discuter sur l'amélioration et l'offre des soins et des prestations médicales. Et les dirigeants des BRICS se réunissent demain en Afrique du Sud pour discuter des moyens pour le groupe disparate de 5 pays qui produit un quart de la richesse mondiale d'étendre son influence sur la scène politique et économique mondiale. C'était les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Pour la deuxième journée consécutive, la ville de Djibouti et certaines régions de l'intérieur ont connu des pluies estivales appelées Karan, qui font suite à des mois de forte hausse de température. Ces pluies sont les bienvenues, surtout dans les zones rurales, mais elles causent quelques désagréments et difficultés de circulation et de déplacement dans les villes. Comme le montrent ces images, les 3 communes de la ville de Djibouti voient la pluie continuer de s'abattre tôt dans la matinée. Il convient de noter que le ciel de la capitale est toujours couvert de nuages, ce qui est un signe de la poursuite des pluies. Hier déjà, de fortes pluies avaient été annoncées par la météo nationale dans la capitale. Les autorités en charge de la gestion ont bien géré la situation, notamment dans les infrastructures portuaires. Cependant, des dégâts ont été signalés dans certains secteurs où le vent a soufflé les toitures des maisons, à l'instar de la station de Doralé de la RTD. Toutes les régions ont également connu des pluies similaires depuis hier, une situation bien accueillie par les habitants qui ont souffert de la sécheresse et des températures élevées durant l'été. En amont de la capitale, les pluies ont été particulièrement intenses, comme au PK20 qui a reçu 50 mm de précipitations. Dans les régions, la localité de Kabak dans la région d'Ali-Sébié ainsi que les localités de Yoboki et Bandola ont été bien arrosées hier et ces précipitations continuent toujours. Néanmoins, des précautions restent d'actualité face aux risques de fortes précipitations qui sont accompagnés des vents forts durant cette saison. Les récentes intempéries exceptionnelles ont jeté une lueur d'espoir sur les régions agricoles, laissant derrière elles une empreinte indélébile sur l'ensemble du pays. Alors que la sécheresse menaçait de porter un coup dévastateur aux cultures, ces pluies tant attendues sont apparues dans une bénédiction pour l'agriculture. Les agriculteurs qui avaient regardé avec inquiétude le ciel pendant des mois se sont trouvés pris entre l'espoir et la crainte quant à l'avenir de leur récolte. Les champs fissurés et desséchés par le manque de précipitations ont enfin été nourris par les gouttes bienfaitrices qui ont commencé à tomber du ciel. Les visages autrefois tendus par l'anxiété se sont éclairés d'un sourire de soulagement alors que la terre a fait absorber enfin l'eau salvatrice. À Arta, les pluies estivales de la saison chaude appelée Karan se sont abattues en 2 nuits successives et aucun bilan humain et matériel n'a été constaté. En effet, la pluie a déclenché d'eau nocturne et parfois ventée dans le chef-lieu et dans toutes les localités rurales de la région, a indiqué notre correspondant. Selon les données météorologiques fournies par l'Agence djiboutienne de la météorologie, la région d'Arta fait partie des régions du sud qui ont eu des fortes pluies. La ville d'Arta, l'intensité de précipitation est estimée jusqu'à 18 mm, alors que les localités rurales de la région ont obtenu plus d'eau. À titre d'exemple, la localité de PK51 et ses alentours ont eu des précipitations estimées à plus de 50 mm. L'air et l'atmosphère sont devenus doux grâce aux précipitations de 2 jours. La ville d'Arta est une fois de plus plongée dans un temps de saison fraîche avec une température de 28 degrés pour aujourd'hui. Rappelons que la ville d'Arta a été toujours un endroit de choix pour de nombreuses familles fuyant la chaleur estivale de la capitale. Les autorités de la région d'Arta appellent les automobilistes à être prudents sur les routes qui peuvent être glissantes où des chutes de pierres peuvent se produire. Les pluies estivales de la saison chaude ont été au rendez-vous dans la région d'Ali-Sébié comme partout sur le territoire national. Les environnements lointains du chef-lieu de la ville d'Ali-Sébié, les pluies de Karan,
qui surviennent en pleine saison chaude sont des trempes d'eau nocturnes, mais aussi le niveau d'eau des pluies traditionnelles a considérablement pris une proportion haute. La plaine du Grand Bara est remplie d'eau. Les données météorologiques des munistations implantées à un endroit périphérique du chef-lieu et dans toutes les localités rurales de la région indiquent une pluviométrie variable enregistrée hier à Assamou, 7 mm. Eh bien, l'air et l'atmosphère sont devenus doux grâce aux précipitations régulières. La ville est plongée dans un temps de saison fraîche depuis la journée d'hier. Dans le cadre de la mise en place d'un projet visant à renforcer les capacités des 6 polycliniques de la ville de Djibouti, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Rabel Abdileh, a convoqué une réunion regroupant l'ensemble des médecins-chefs des centres de santé communautaires et des polycliniques. L'objectif de cette réunion était de discuter des moyens d'améliorer l'offre de soins et les prestations médicales dans ces établissements. Le projet en question vise principalement à décongestionner les hôpitaux et les maternités de 3 niveaux qui font face à un afflux important de patients. Eh bien, face à cette situation constatée, le ministère de la Santé a pris une série de mesures pour renforcer les investissements en faveur de l'amélioration des équipements médicaux afin d'élever la qualité des soins offerts. De plus, des programmes de formation seront mis en place et des ressources humaines supplémentaires seront déployées au niveau des structures du premier niveau. Le ministre de la Santé a souligné à travers cet échange que ce nouveau projet de renforcement et d'amélioration de la qualité de la prise en charge aura à moyen terme un impact significatif sur la réduction de la surcharge des activités au sein des structures de 3e niveau. En mettant en place donc des améliorations substantielles dans les polycliniques, il est prévu que cette initiative contribuera à une meilleure condition, une meilleure distribution des soins et une amélioration générale donc de la santé dans la région. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur d'une histoire de progrès et d'inclusion financière à Djibouti. Notre grand format porte sur la Caisse populaire d'épargne et de crédit, une mélodie de soutien financier, ou devrait-on dire, un récit inspirant de progrès et d'opportunités qui résonnent dans tout le pays. Voici, c'est un magazine de la rédaction. Dans le tissu vibrant de l'économie djiboutienne, la Caisse populaire d'épargne et de crédit, aussi connue sous le nom de CEPEC, émerge comme un véritable chef d'orchestre de l'autonomie financière. Sa mission, créer des harmonies économiques, permettant à chaque individu de participer activement à la symphonie de la croissance. La CEPEC est bien plus qu'une institution financière. C'est un pont vers les rêves, un partenaire dans la réalisation d'objectifs et un pilier de confiance pour les entrepreneurs émergents. La CEPEC est une institution qui œuvre quotidiennement pour aider les personnes les plus vulnérables à subvenir à leurs besoins, donc en développant une activité génératrice de revenus, mais c'est surtout en éduquant les gens à épargner. Bien sûr, cette épargne leur permettra de faire face à leurs futurs besoins dans le futur. Donc nous permettons à nos membres de faire des dépôts sur un compte ouvert à leur nom et bien sûr dans lequel ils peuvent faire un retrait à tout moment. D'autre part, nous les éduquons à prendre des petits crédits pour qu'ils puissent développer une activité génératrice de revenus dans le but de lutter contre la pauvreté. Il faut savoir qu'à la CEPEC, nous avons plusieurs produits, donc notamment des produits pour des crédits individuels et des crédits de groupe qu'on appelle groupement solidaire. Ça veut dire que plusieurs personnes se mettent ensemble pour prendre des crédits pour qu'ils puissent développer une activité génératrice de revenus et bien sûr développer leur petit commerce en prenant des crédits progressifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend un crédit à la CEPEC, donc un montant donné, donc nous commençons par 50 100 000,
par la suite, la personne peut prendre 200 000, 300 000 jusqu'à 2 millions de francs Djibouti pour qu'il puisse développer l'Internet. Au-delà de 2 millions, c'est les banques qui prennent le relais. Que ce soit pour démarrer une petite entreprise ou simplement s'assurer un avenir plus stable, les personnes qui ouvrent un compte à la CEPEC découvrent un éventail de solutions financières adaptées à leurs besoins uniques. Les prêts offerts par la CEPEC deviennent des instruments puissants transformant les visions entrepreneuriales en succès tangible. Comme une mélodie bien orchestrée, la CEPEC donne vie aux idées et facilite la croissance des petites entreprises, créant ainsi une toile économique tissée de réussite. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 000 membres à Djibouti, donc CEPEC de Djibouti compte 30 000 membres, et bien sûr, sur les 30 000, pratiquement 2 000 membres ont déjà bénéficié des crédits chez nous. Et à ce jour, nous avons octroyé plus de 4 milliards de crédits dans la République de Djibouti. Et nous allons continuer ainsi pour que les populations les plus vulnérables puissent bénéficier de nos appuis et bien sûr de nos connaissances dans la lutte contre la pauvreté, en les éduquant à épargner et surtout à développer une activité génératrice de revenus. Nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs institutions publiques et privées, notamment notre premier partenaire qui est l'ADDS, l'Agence de développement social, et bien sûr le ministère des Affaires sociales qui est notre ministère de tutelle. Et nous sommes sous la supervision de la Banque centrale de Djibouti et nous travaillons également avec d'autres organismes internationaux. Il faut savoir qu'à la CEPEC, toutes les personnes qui ont une pièce d'identité donc de Djibouti et les réfugiés peuvent ouvrir un compte chez nous et épargner. Mais la CEPEC ne se contente pas seulement d'offrir des solutions financières. Elle enseigne également l'art de gérer ses finances, offrant des ateliers éducatifs pour élever les connaissances financières des membres afin qu'ils puissent jouer leur propre refrain de succès économique. En tant que joueur clé dans l'orchestre de l'intégration économique de Djibouti, la CEPEC collabore avec d'autres institutions financières pour créer une mélodie de coopération favorisant des liens économiques plus forts et une harmonie financière partagée. La Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti compose une symphonie d'espoir et d'inclusion. Chaque prêt accordé, chaque atelier éducatif offert, chaque sourire éclairant le visage d'un entrepreneur contribue à la symphonie d'une Djibouti économiquement florissante et financièrement indépendante. Faits divers à présent dans le cadre de leur persévérante lutte contre les escroqueries immobilières qui prennent de l'ampleur depuis ces dernières années. Les gendarmes de la brigade Djibouti Nord ont récemment démantelé un réseau présumé d'escrocs se faisant passer pour des agents gouvernementaux. Cette bande organisée a réussi à extorquer des sommes considérables à des individus vulnérables. Attirés par de fausses promesses de logements sociaux, leurs victimes, du fait de leur manque de connaissances en la matière, ont été convaincus de remettre leur argent pour légitimer leurs manœuvres. Ces escrocs ont généré de faux reçus avec des signatures contrefaites et distribué de fausses clés accompagnées de numéros de lot fictifs avant de s'évanouir dans la nature. Au fil de leur enquête si minutieuse, les gendarmes ont pu identifier près de 50 victimes, le préjudice total s'élevant à plus de 4 millions de francs djiboutiens. Un individu présumé coupable au sein de ce réseau a été appréhendé et placé en garde à vue. Les autres membres du groupe, restés insaisissables, font actuellement l'objet d'une recherche active. Après avoir été présentés au procureur de la République, une information judiciaire a été enclenchée, aboutissant à l'incarcération donc du suspect à la prison civile de Gabod. Cette affaire témoigne de l'engagement continu des autorités pour préserver les citoyens contre de telles tromperies et garantir la sécurité dans le domaine immobilier. Cette fois-ci, il est question du nouveau centre de recyclage d'Obok, du plastique, qui illustre l'engagement du gouvernement pour la protection de l'environnement et le développement durable, toujours dans un autre grand format. Cette unité de recyclage du plastique contribue à la fois à la préservation de notre planète et à la promotion d'une économie circulaire prospère. À
l'ère où les leaders mondiaux continuent à développer des stratégies et cherchent à mettre en place des mécanismes de préservation de l'environnement, la République de Djibouti œuvre également à travers des stratégies et actions à contribuer dans la lutte pour la préservation d'un environnement sain. C'est dans cette optique que la préfecture de Bok et le conseil régional ont proposé et présenté un projet d'une unité de recyclage et de transformation des bouteilles et des sachets en plastique en pavé à l'OIM. Ce projet a démarré en 2022. Pour l'instant, plusieurs jeunes ont bénéficié des emplois directs ainsi que des formations de qualité octroyées par les experts de l'OIM sur la transformation des déchets en pavé. Et comme vous le savez, l'OIM emploie le collecteur plastique, il y a le travailleur, on a à peu près 35 personnes qui travaillent, dont je crois dans les jours à venir qu'on pourrait aussi augmenter la main-d'œuvre au niveau de l'unité de recyclage. Tout le monde a vu qu'au niveau de la ville de Bok, il y avait une pollution de déchets plastiques. Et ensemble avec l'OIM, les autorités locales et les secteurs privés, ils ont mis ensemble les idées pour mettre en œuvre l'unité de recyclage. Donc, c'était un ensemble des idées, un partenariat entre l'OIM, les autorités locales et les secteurs privés. En effet, les flux importants des migrants transitant par la région sont en grande partie à l'origine de la prolifération des bouteilles et des sachets en plastique, ainsi à la dégradation de l'environnement. La fabrique de Bok, fraîchement modernisée avec l'installation de nouvelles machines, se prépare à une nouvelle étape passionnante. La réception des équipements de pointe permettra la transformation des déchets en plastique de la ville en pavé aux formes et dimensions variées, offrant ainsi une solution durable pour la gestion des déchets à la création de produits utiles. Cette transformation des déchets en pavé permettra aussi d'embellir la ville de Bok et aussi dans un avenir proche, ces pavés sera exportés à l'extérieur du pays. Le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, a d'emblée rappelé que ce projet a été proposé par les conseils et la préfecture. En poursuivant, il a précisé que ce projet est bénéfique dans la lutte contre la dégradation de l'environnement et d'autre part, elle est source de revenus pour les habitants, a-t-il déclaré. Enfin, il a souligné l'importance de ce projet qui va jouer un rôle novateur pour embellir la ville de Bok à travers la transformation de plastique en pavé. Rappelons que le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a effectué la semaine dernière une visite de travail afin de découvrir en personne l'unité de recyclage des déchets en plastique. L'engagement du gouvernement envers la protection de l'environnement et le développement durable, ainsi que sa volonté de soutenir des initiatives novatrices telles que cette unité de recyclage du plastique, contribuent à la fois à la préservation de notre planète et à la promotion d'une économie circulaire et prospère. Pour sa part, le représentant de l'OIM à Djibouti, Mme Tonja Pacifico, a rappelé que ce projet est né d'une volonté commune entre la République de Djibouti et l'OIM. C'est de mettre ensemble les deux objectifs principaux de réduire le chômage, créer des opportunités d'emploi et ensemble recycler la plastique qu'on trouve dans la région. Alors on a pensé comment on peut faire ça. On en a parlé avec nos partenaires, avec le conseil régional, avec la préfecture. Et comme ça, on a conçu un projet qui permet à l'instant de recycler la plastique qu'on trouve dans la région et qui a aussi le potentiel d'être répliqué dans des autres régions à Djibouti. Parce qu'en fait, la question de la plastique et de la pollution, ce n'est pas quelque chose juste pour la région de Obok. En fait, la pollution en général, c'est un problème mondial. Alors comme ça, on a l'idée de travailler sur les deux objectifs principaux ensemble et comme ça, de pouvoir tester un modèle qu'on a déjà perfectionné dans les derniers mois et qui a le potentiel de se répliquer dans le pays. C'est très important pour les jeunes Obokois d'avoir une opportunité de formation, de travail. L'effet positif, c'est important, pas juste pour les gens qui ont un travail, mais même pour la communauté la plus large. Et aussi, on est en train de tester un modèle qui, si ça marche, on pourra aussi répliquer dans le reste du pays et aussi exporter ce modèle dans des autres pays. Et aussi, dans la troisième phase, on espère de mettre tout le projet, alors le faire aussi complètement vert, un projet vert. Et je pense que ce type d'initiative, c'est bon pour tous les pays.
Pour l'instant, plusieurs jeunes ont été formés et recrutés dans l'unité de recyclage. Un groupe de personnes vulnérables procède au ramassage de bouteilles et de sachets en plastique. Les jeunes d'Abok ont tous souligné leur degré de satisfaction de ces projets, qui est une source génératrice de revenus pour les habitants. Enfin, ils ont affirmé que grâce à des nouveaux équipements, le travail est plus efficace. Au passage, ils ont remercié les autorités locales et l'OIM. En soutenant activement des projets comme ceux-ci, les autorités prouvent leur engagement envers la création de synergies entre la croissance économique et la responsabilité de l'environnemental et la bienveillance. Un mot en sport dans l'actualité, dans le reste de l'actualité, l'association de la jeunesse Hugogal a organisé la clôture d'un tournoi d'été au complexe Al-Rahma destiné aux jeunes âgés entre 10 et 16 ans. Les équipes finalistes des deux catégories étaient l'équipe Fi'il contre Nour et l'équipe nationale contre Liverpool. La cérémonie a également bénéficié de la participation du vice-président de la commune de Balbala. Les deux équipes ont offert des prestations remarquables, empreintes d'une ambiance joviale et passionnée pour l'amour du football. Finalement, les victoires ont été remportées avec des scores de 7-0 en faveur de l'équipe de Fi'il et de 9-1 en faveur de l'équipe de Bioket. La remise des trophées et des médailles a été effectuée par le vice-président de la commune de Balbala que je propose d'écouter. C'est un tournoi qui est organisé par l'association Hugogal. L'association Hugogal a le but pour lutter contre la drogue. Ce tournoi a été organisé par les jeunes des minimes et juniors. Et nous, en tant que la commune de Balbala, on a été avec eux pendant toute la semaine. Et ce tournoi est bien organisé. Et je félicite énormément l'association Hugogal qui lutte contre la drogue pour la jeunesse. Si on ne suit pas les jeunes contre la drogue, les gens vont se perdre. Alors c'est pour ça l'objectif qui a été lancé par ce tournoi. Et je félicite encore l'association Hugogal qui est toujours active dans la commune de Balbala. Je remercie à tous les membres et tous les gens qui étaient là. Je remercie aussi l'RTD qui sont toujours disponibles pour les activités. Félicitations. Sport toujours, le stage annuel de Kung Fu Wushu régional a eu lieu dans la ville blanche, rassemblant de nombreux adeptes de la discipline provenant de 5 régions de notre pays. Cet événement a également attiré la participation de diverses personnalités publiques ainsi que des chefs coutumiers et religieux, en particulier de la ville haute. Leur présence avait pour but de montrer leur soutien et d'encourager les pratiquants. Étalé sur 3 jours, ce stage visait à mettre en pratique diverses techniques, notamment la technique de self-défense, incluant des méthodes comme le bouclier perron, les techniques d'esquive, de coups frappés, de coups de poing, ainsi que les techniques de coups de genoux et de coups de pied. Le directeur technique régional de Kung Fu Wushu, Abdulrader Aden Hassan, a assumé la responsabilité de l'encadrement de ce stage. Sa compétence et son expertise ont été essentielles pour garantir le succès et l'efficacité de cet événement. Dans l'actualité internationale, les dirigeants des BRICS se réunissent demain en Afrique du Sud pour discuter des moyens pour le groupe disparate de 5 pays qui produit un quart de la richesse mondiale d'étendre son influence sur la scène politique et économique mondiale. On voit la suite avec Fardou Soussé. Johannesburg accueille à partir de ce mardi jusqu'à jeudi les chefs d'État du Brésil, de la Chine, de l'Inde et le chef de la diplomatie russe, aux côtés d'autres leaders des pays du Sud, dont une trentaine d'Africains. Le président sud-africain est revenu sur l'un des principaux dossiers qui sera à l'ordre du jour de ce sommet des BRICS, à savoir la question de l'élargissement du groupe avec une possible ouverture à d'autres pays. L'Iran, l'Argentine, le Bangladesh et l'Arabie saoudite font notamment partie des aspirants. En Afrique, l'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie ont exprimé leur désir d'intégrer le bloc. Au total, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus lors de ce sommet. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est toujours un plaisir de vous servir. Agréable soirée à toutes et à tous.